Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes. Luc Marie et Maëri Grec, il est écrivain français. On dit de lui qu'il est historien spécialisé dans l'étude des antiquités. Il est auteur d'une cinquantaine de livres de vulgarisation sur la science et sur des personnalités comme Tuer Hitler, qui est paru en avril 2025. Il a écrit aussi Et si JFK n'avait pas été assassiné en 1963. C'est des chroniques, c'est des livres aussi, non? Mais une uchronie, je veux dire, c'est justement, c'est un rapport avec ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est une modification de la trame temporelle. On se demande dans les uchronies, qu'est-ce qui serait passé si tel événement n'avait pas eu lieu, en l'occurrence, et si Kennedy n'avait pas été assassiné. Qu'est-ce qui serait passé ensuite pour l'histoire du monde, l'histoire des États-Unis? C'était ça l'objet du livre. Enfin, pas seulement en ce qui concerne Kennedy, mais en ce qui concerne différents événements de l'histoire. Si par exemple les Allemands avaient gagné la Seconde Guerre mondiale, si De Gaulle avait été assassiné, etc., quoi. Voilà, c'est un exercice de style, quoi, qui est très prisé en science-fiction. Oui, c'est ils ont échappé à la mort, les tentatives d'assassinat et qui ont changé l'histoire de France. Vous avez écrit aussi sur Raspoutine, sur Jeanne d'Arc, et votre premier livre, publié en 1980, quand vous aviez 21 ans, Le futur nous observe, l'hypothèse du voyage dans le temps à propos des ovnis. Qui rejoint, d'ailleurs, mon dernier livre rejoint le premier, là. Le dernier, c'est Les ovnis viennent-ils du futur chez BTLV. Alors, avec nos milliers de satellites et notre réseau Internet, comment ces objets volants furtifs échappent-ils encore à toute manifestation? Ça, c'est une bonne question. Avec toutes les technologies qu'on a maintenant, comment se fait-il que on n'en sait pas un peu plus? Ben, c'est ça le grand mystère, d'ailleurs, des ovnis, c'est que malgré le progrès technologique, quelles que soient les époques, quels que soient les lieux, c'est toujours le même mystère. On n'a pas avancé d'un iota dans l'explication de ces objets furtifs euh, et qui disparaissent après quelques secondes ou quelques minutes de vol. C'est ça. Le problème, c'est que l'objet est furtif, mais il est général sur la planète. Il est mondial. Il est mondial. On a, que ce soit en Chine, au Brésil, en France, aux États-Unis, c'est toujours le même style d'objet qui apparaît, des espèces de sphères lumineuses comme ça, qui se déplacent très rapidement, qui stationnent, ensuite font des virages à angle droit. Visiblement, ce ne sont pas des phénomènes naturels, ils ont l'air de se mouvoir comme des objets usinés. Donc, mais ce sont des objets qui échappent à notre investigation depuis maintenant plusieurs décennies. Enfin, officiellement, le phénomène OVNI est né en 1947, mais l'hypothèse de mon livre, enfin l'un des arguments sur lequel repose mon hypothèse, c'est que les ovnis n'ont pas été observés seulement depuis 1947, depuis le début de la guerre froide, mais depuis bien des millénaires, des siècles, des millénaires. C'est-à-dire que les ovnis, en fait, ont toujours été présents dans notre ciel, mais on les a décrits différemment au fil des siècles. C'est-à-dire que euh, et c'est cette permanence historique qui m'a d'abord frappé, vous voyez, en disant, mais et Pline l'Ancien, au Moyen Âge, par exemple, on parlait de boucliers ardents, de boucliers volants. Lors de la Renaissance, dans le ciel du Saint-Empire romain germanique à Tübingen, on parlait de chapeaux volants, de soleil nocturne aussi sous l'Antiquité. Et c'est tout le temps la même, enfin, les mêmes objets qui reviennent, les mêmes apparitions, et qui disparaissent au bout de quelques instants, et sans laisser de traces, pratiquement parfois. Et, donc, c'est ce comportement qui paraît à la fois intelligent et incompréhensible que, qui m'a interpellé, quoi, Alors, entre est-ce que autres. vous pouvez nous parler de l'ère de la chrono comme chronos, De la chronotique, chrononautique. chrononautique, Alors, chrononautique? l'ère de la chrononautique, c'est un mot que j'ai inventé en 1980 dans mon premier livre, Le futur nous observe. Et la chrononautique, en fait, c'est la science du voyage dans le temps. Si on décompose le mot, chronos, c'est le temps en grec, et nautique, c'est la navigation. Et donc, parallèlement à l'astronautique, vous connaissez l'astronautique, l'astronautique, c'est donc la navigation dans l'espace. L'astronautique, c'est tout ce qui concerne les fusées, les sondes interplanétaires, etc. Et moi, je dis qu'un jour, on sera capable de se déplacer dans le temps, comme aujourd'hui, on se déplace dans l'espace. D'où le terme chrononautique, c'est un néologisme donc
qui est resté comme cela. Et donc, j'ai repris ce mot que j'avais inventé en 1980 dans mon premier livre sur les ovnis. Et, et voilà, donc, mais c'est un mot qui n'existe pas dans la réalité, sinon dans les livres de science-fiction. 10 bonnes raisons d'opter pour l'hypothèse ufologique du voyage dans le temps. Ah ben oui, il y a plusieurs indices pour ça. Alors, d'abord, je voulais dire plusieurs choses avant d'arriver à mon hypothèse. C'est que généralement, pour les gens, quand on parle d'ovnis, on associe les ovnis et les extraterrestres. À tort. Parce qu'on peut, alors croire, j'aime pas le terme croire, mais penser que les ovnis existent sans faire intervenir une intelligence extraterrestre, c'est-à-dire que c'est un phénomène inconnu et qui n'est pas forcément d'origine extraterrestre, inconnu, artificiel, qui dépasse nos technologies actuelles et qui n'est pas forcément d'origine extraterrestre. À l'inverse, on peut croire que la vie, l'univers grouille de vie, que il y a des centaines de planètes habitées, ne serait-ce que notre galaxie, mais qu'aucune de ces planètes habitées, aucune de ces civilisations ne connaît notre présence. Parce que les distances sont telles dans l'univers, les distances sont telles que le contact entre deux civilisations est peu probable. Je ne vais pas dire impossible, mais peu probable. Or, dans les témoignages d'OVNI, on a vu au moins une vingtaine de races d'humanoïdes décrites. Non, c'est trop. Si un jour, on sera peut-être découvert par une civilisation extraterrestre, mais il n'y en aura pas 36, il n'y en aura pas une quarantaine qui connaîtront notre présence. Alors moi, je me dis, si c'est pas d'origine extraterrestre, et si ça dépasse nos technologies actuelles, qu'est-ce qui peut expliquer de tels objets? Et j'ai recueilli plusieurs indices. Pour moi, c'est le voyage dans le temps. Ça expliquerait beaucoup de choses. D'abord, la permanence historique dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi le fait qu'il n'y a pas d'intervention dans notre histoire. Ils n'essaient pas d'entrer en contact avec nous. Si c'était des extraterrestres, il y a de fortes chances que ces entités extraterrestres essaieraient d'entrer en contact avec le gouvernement. Quoique, bon, quel serait l'intérêt pour eux? C'est parce que ça suppose qu'ils aient plusieurs milliers d'années d'avance. Donc, le principe de non-intervention. Autre indice d'extratemporalité, pourrais-je dire, l'absence d'hostilité. Il n'y a jamais eu de combat aérien, véritablement, entre ovnis et astronefs terrestres ou aéronefs terrestres. À chaque fois que les avions militaires s'approchent, les ovnis en question s'éloignent. Donc, ils jouent avec nos avions civils et disparaissent à la vue des avions militaires. Donc, cette absence d'hostilité prouve qu'ils ne veulent pas interférer avec nous, interférer avec notre époque, notre civilisation. Donc, ça aussi, ça tend à démontrer peut-être qu'il s'agit d'une manipulation du futur. Vous voyez, donc absence d'hostilité, absence d'intervention, permanence historique. Ensuite, matérialisation et dématérialisation de notre atmosphère. Et ensuite, euh, il y a aussi le fait que les occupants des ovnis ressemblent de très près à des hommes. C'est-à-dire qu'il pourrait s'agir de nous-mêmes, de notre propre humanité, mais dans 10 000 ans, 1 million d'années, peu importe, hein, ça peut être dans des millions d'années, l'homme se sera transformé radicalement, comme là on n'a rien à voir avec les Homo erectus. D'ici 1 million d'années, notre crâne peut-être aura doublé de volume, notre menton aura rétréci, on aura perdu nos poils, nos yeux se seront agrandis. Il y a un certain Michael Masters, un anthropologue, qui a dit que si l'homme continue ainsi, il pourrait peut-être ressembler aux fameux occupants des ovnis. Mais on peut aussi imaginer que ces occupants des ovnis soient des robots. C'est possible. Enfin voilà, donc, Ouais, allez. je suis pas d'accord avec le fait qu'il y a une absence de comportement hostile, hein. Il y a eu, Ah, il y a eu des moments où ça s'est mal passé quand même. c'est très rare, c'est peut-être accidentel aussi. Et puis, il s'agissait peut-être pas de voyageurs du temps, et peut-être aussi, là, les moments où ça s'est mal passé, dit-on, il faudrait des exemples précis, mais la plupart sont des canulars, parce que dans les cas ufologiques, sur les 50 000 cas répertoriés, il y a 97% de cas qui relèvent ou du canular, de la mystification, ou de la confusion avec des ballons sondes, des retombées de satellites, etc. Et il y a très très peu de cas qui ne sont pas réductibles à la compréhension. Et donc, mais ce sont ces 3% de cas qui m'intéressent. Combien même il n'en existerait qu'un seul non expliqué, ce serait le phénomène existerait. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler du cas Nimitz.
Oui, ben vous en parlez à la fin de votre livre. Vous pouvez en Ouais. parler maintenant si vous voulez. Ben, l'incident Nimitz, c'est-à-dire que c'était en 2004. Nimitz, c'est le nom d'un porte-avions américain qui est un porte-avions américain d'ailleurs qui a fait l'objet d'un film en 1980 où on parlait de voyage dans le temps. Ça, c'est un petit cliché. Mais enfin, ce jour-là, le 10 novembre 2004, on repère au radar une flottille d'ovnis, une flottille d'objets qui évolue à 8500 mètres d'altitude, mais à la vitesse seulement de 200 km/h. C'est bizarre. Jamais des objets terrestres ne volent à 200 km/h. Et 200 km/h, c'est trop lent pour un avion de combat ou un avion de ligne, et c'est trop rapide pour des oiseaux. Et tout d'un coup, en l'espace d'une fraction de seconde, cette flottille est tombée de 8500 mètres à seulement 50 mètres au-dessus de l'eau, en, quel- en quelques secondes. Et donc là, on a dépêché sur place deux F-14 Tomcat. Donc à chaque fois, il y a deux pilotes. Donc il y avait quatre pilotes. Et sur place, ils ont découvert une espèce de tic-tac géant, une espèce d'objet volant, complètement blanc, en forme de bonbon, sans aspérité, sans empennage, sans ailes, donc, sans hublot, sans trace de turbulence dans l'atmosphère, il n'y avait pas de fumée non plus, qui, comme ça, se tenait immobile au-dessus de l'eau. Et lorsque les aéronefs, enfin les F-14 se sont approchés, non, c'était pas des F-14, des F-18, mais peu importe, se sont approchés de l'OVNI en question, du tic-tac géant, celui-ci a reculé et accéléré d'un seul coup. C'est-à-dire qu'il est passé de l'immobilité absolue à une vitesse de plus de 10 000 km/h. Donc, il a disparu en une fraction de seconde, pratiquement à l'horizon. Et là, ce sont quand même des témoignages. C'est quatre pilotes, c'était en 2004, quatre pilotes qui ont raconté la chose. Pendant 13 ans, d'ailleurs, on a tué l'information. Ça a été seulement révélé en 2017. Et pour moi, c'est un des cas les plus probants. Tous ces cas qui sont racontés par l'US Air Force, par des militaires, par des scientifiques, qui n'ont aucune raison d'aller chercher la notoriété. Enfin, ils racontent plutôt ça dans l'anonymat le plus souvent possible. Donc, leur témoignage est digne de foi. Il y a même des traces radars. Là, il s'est passé quelque chose. Ce tic-tac, c'est pas un drone. Hein. Il n'y a aucun drone de 15 mètres de long qui fait plusieurs tonnes, a priori, en 2004, qui existait. Et en plus de ça, un objet comme ça qui disparaît à la vitesse de 10 000 km/h, ça peut pas être un phénomène naturel, c'est pas un nuage lenticulaire. Donc, il faut chercher l'explication ailleurs. Et l'explication ailleurs, ça veut dire qu'il est guidé par une intelligence. Alors, on ne sait pas s'il était habité, mais en tout cas guidé par une intelligence qui provient ou d'un autre monde ou d'un autre temps. Voilà. Moi, j'ai résumé en quelques minutes. Évidemment, je ne suis pas entré dans tous les détails, mais quand même, ce témoignage est caractéristique. Il s'agit pas pour une fois, il ne s'agit pas d'une forme discoïdale, une forme en forme de cigare, si on peut dire, mais quand même, ce cas-là revient, ce, cette rencontre, non pas du troisième type, mais du deuxième type, est récurrente dans l'histoire de l'ufologie. C'est-à-dire que les ovnis n'essaient jamais d'affronter, on n'a jamais vu un ovni tirer sur un avion de chasse. En revanche, il y a des avions de chasse qui ont tiré sur des ovnis. Ils n'ont jamais répliqué. Ils préfèrent la fuite à la confrontation. Et pour moi, c'est la raison pour laquelle je dis que les occupants des ovnis sont plus des visiteurs que des envahisseurs, et peut-être même plus des protecteurs que des destructeurs. Parce qu'il y a aussi des cas où, enfin, ça c'est dans les années 60, où on a vu des ovnis survoler des sites nucléaires, de silos de missiles, pour les désactiver. Alors, est-ce enfin, un témoignage, un avertissement en disant faites attention au nucléaire? S'ils proviennent d'une époque très éloignée dans le futur, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas véritablement le passé. Peut-être que tout a été détruit. Ils ne savent pas à quoi ressemble. Mais peut-être qu'ils se disent la raison, c'est peut-être ces fameux silos, ces fameux missiles qui ont détruit l'humanité, je ne sais pas, à la fin du XXIe siècle ou au début du XXIe. Je ne sais pas. Mais en même temps, ils n'ont jamais contacté les gouvernements.
C'est pas très clair leur message, c'est pas très clair. Ils n'ont pas survolé tous les sites nucléaires parce qu'il y en a quand même 5000 dans le monde. Il y en a seulement quelques-uns qui ont été survolés par des ovnis. Hein. Ils n'ont jamais survolé, par exemple, les sites iraniens. Il n'y a pas de témoignage. Là, on parle beaucoup en ce moment entre la guerre entre Israël et l'Iran, on parle beaucoup des sites enfouis nucléaires, là, de Fordo et de Natanz, mais euh, il n'y a pas de cas d'observation d'ovnis au-dessus. Bon, Euh, En ce qui concerne Nimitz, il y a une vidéo publiée en 2017, on est d'accord? c'est ça. Oui, Et on va c'était revenir le. sur le nucléaire, désactiver, mais aussi réactiver certains sites, hein. Donc, Oui, oui. c'est pas que du bénéfice. Vous parlez de Tchernobyl dans votre livre, c'est clair, mais Aussi, oui. Mais là, c'est un Tchernobyl, enfin, c'est un site civil, Tchernobyl. Et alors, Tchernobyl, est-ce que ça a une incidence pour l'histoire du monde? Pas vraiment. Ça a quelque peu ralenti le programme nucléaire russe, soviétique à l'époque, mais ça n'a pas changé l'histoire du monde, Tchernobyl. ça va Donc, peut-être changer la radioactivité quand même. ouais, mais dans un rayon de 50 km, on a évacué la ville de Pripyat, vous savez, une ville fantôme, là, où la nature a repris ses droits, qui est complètement inhabitée maintenant depuis 1986, parce que cet événement remonte pratiquement 40 ans. Tchernobyl, on fêtera les 40 ans l'année prochaine. Enfin, fêtera. En tout cas, ça fera 40 ans que l'événement a eu lieu, mais Tchernobyl n'est pas un événement majeur dans l'histoire de l'humanité. Si, dans l'histoire du nucléaire civil, oui, mais ça n'a pas changé l'histoire du monde. Ah, quoique, si, d'une certaine façon, parce que on était en 86 en Union soviétique, et sous l'ère Gorbatchev, et ça fait prendre conscience aux soviétiques que leur industrie avait encore des failles. Et ça a peut-être contribué au déclin de l'Empire soviétique et à la chute du mur de Berlin. Dans ce, dans ce sens-là, peut-être que, oui, en effet, Tchernobyl a joué un rôle dans la disparition future de l'Union soviétique. Ça n'a pas été le cas pour le Japon quelques années plus tard, ou quelques années plus tôt avec Ah, Hiroshima. plutôt. Qui Ah oui, est, à Hiroshima et Nagasaki, alors, Hiroshima et Nagasaki, pas de témoignage d'OVNI, bizarrement. C'est ça aussi. En 1945, en tout cas, il y a pas de, j'ai pas lu de témoignage relatant l'apparition d'un ovni juste avant ou juste après l'explosion. C'est euh, c'est un événement clé de notre histoire. Donc c'est ça qui est. Mais visiblement, notre histoire, ils ne la connaissent pas. Ils viennent d'un futur, on a oublié l'histoire du XXe siècle, du XXIe siècle. Ils apparaissent un peu partout, mais pas à des moments clés de l'histoire. C'est très rare. Je ne sais pas, mais par exemple, alors je relate beaucoup de témoignages du passé. On voit deux boucliers géants apparaître lors de la bataille de Sigisbourg en 776, au 8e siècle, lorsque les troupes de Charlemagne étaient assiégées en Saxe, donc dans l'Allemagne actuelle, par les Saxons. Et il y a deux boucliers qui apparaissent et qui font déguerpir les Saxons. Donc, quelque part, ils ont changé le cours de l'histoire, là, puisque, mais peut-être malgré eux, en apparaissant, ils ont effrayé les troupes qui étaient au sol, et notamment ceux qui assiégeaient les Francs. Mais bon, c'est très très rare. Enfin, ils sont jamais intervenus, ils n'ont jamais posé leur engin au milieu d'une bataille, ils n'ont jamais posé leurs engins à l'intérieur, dans les villes. Jamais on a vu un ovni débarquer place de la Concorde ou à Times Square ou à Trafalgar. Visiblement, le contact n'est pas leur priorité. Ils se comportent un peu comme des touristes, en fait, j'ai l'impression. Et je les comprends, parce que nous-mêmes, si on avait la possibilité de remonter, par exemple, au XVe siècle, pour assister au débarquement de Colomb aux Bahamas, des caravelles Colomb, on n'interviendrait pas, on regarderait l'événement, on filmerait l'événement, mais surtout, en aucun cas, on essaierait de contacter Christophe Colomb, parce que ça pourrait changer l'histoire future, vous savez, altérer ça. C'est un thème récurrent en science-fiction, ça peut altérer à long terme, c'est l'effet papillon. Hein, euh, si vous changez un tant soit peu l'histoire, le remède peut être pire que le mal. Par exemple, vous empêchez le Titanic de couler et à bord du Titanic, il y a peut-être un futur dictateur bon, qui va faire trembler le monde. Donc, en essayant, par exemple, on assassine Hitler à la naissance, ça n'empêchera peut-être pas l'Allemagne d'être dirigée par un dictateur encore plus détestable, encore plus efficace, pourrait-on dire, qu'Hitler. Voilà. Peut-être qu'avec un autre dictateur nazi,
l'Allemagne aurait gagné la guerre. Donc, en voulant empêcher un événement, on en crée un autre qui serait encore plus épouvantable. Enfin, ça, c'est encore autre chose. Mais ce que je voulais dire, bon, dans mon livre, je m'interroge donc sur les ovnis, je m'interroge aussi sur le problème du temps. C'est ça. Qu'est-ce que Justement. le temps? Oui, justement, tout à l'heure, vous disiez que ces extraterrestres seraient des êtres de notre futur, c'est-à-dire nous dans le futur, on est bien d'accord. Alors, Ah, comment des êtres qui n'existent pas encore pourraient-ils surveiller l'humanité depuis la nuit des temps? et ça, c'est justement un problème. C'est ça la logique. Oui, évidemment, comment des gens qui n'existent pas encore peuvent-ils nous surveiller? C'est là qu'il faut réviser notre notion du temps. Et en mécanique quantique, on nous apprend que le futur et le passé et le présent coexistent au niveau de l'infiniment petit. C'est-à-dire qu'il faut se figurer le temps comme une montagne qu'un alpiniste gravirait. L'alpiniste, c'est le temps présent. Le sommet de la montagne, il n'a pas encore atteint, mais c'est le futur. Et la vallée qu'il a quittée, c'est le passé. Il a quitté la vallée, mais la vallée existe encore. Il n'a pas encore atteint le sommet, mais le sommet existe déjà. Donc, alors là, j'allais dire que le voyage dans le temps transgresse les lois de la logique, mais pas celles de la physique. Et c'est ça, mais en physique, comme en astronomie, on apprend toujours qu'il faut surmonter l'évidence des sens. Par exemple, en ce moment, je fais seulement un petit écart, mais en ce moment, il y a une théorie qui a le vent en poupe, c'est le platisme. Oui. Pourquoi le platisme? Parce que ça fait appel au bon sens, soi-disant que les gens, les Australiens ne peuvent pas marcher la tête en bas. Et pourtant, ils marchent la tête en bas. Et c'est la science. Et la science, justement, nous apprend toujours à combattre l'évidence des sens. L'évidence des sens, c'est de dire que le futur n'existe pas encore. Et pourtant, aux yeux de la mécanique quantique, alors il faudrait que j'entre dans des expériences, que je vous relate des expériences, mais aux yeux aussi de la relativité générale, le futur, euh, le futur existe déjà quelque part. Et c'est ça qui est difficile à admettre. Là, c'est très abstrait. Mais par exemple, alors, je disais aussi que pour voyager je vais expliquer ça, pour voyager dans le temps, aussi, il faut voyager dans l'espace. Vous avez vu le film La machine à explorer le temps de Wells, lui, s'est attaqué au temps. Il y avait eu un film en 60 où on montrait cette machine à explorer le temps. Il y avait un petit air poétique, mais qui ne se déplaçait pas. Elle occupait toujours le même espace, mais se déplaçait 800 000 ans plus tard. Et après s'être arrêtée en 1966, etc. Bon. Mais dans l'absolu, cette machine à explorer le temps ne pourrait pas marcher. Pourquoi? Parce que si vous reveniez en arrière sans bouger dans l'espace, vous vous retrouvez dans le vide interstellaire. Pourquoi? Parce que la Terre se déplace. La Terre, au XIVe siècle, par exemple, au XVe siècle, au temps de Christophe Colomb, pour reprendre l'histoire en 1492, pour rejoindre la Terre de 1492, eh bien, il faudrait franchir des dizaines d'années-lumière dans l'espace. Parce que depuis 1492, la Terre a tourné autour du Soleil, qui lui-même a tourné autour du centre de la galaxie à la vitesse de 800 000 km/h, et la galaxie, c'est-à-dire la Voie lactée, a elle-même évolué à la vitesse de 2 millions de km/h à travers l'espace. Donc, euh, les machines à explorer le temps sont forcément des machines à explorer l'espace. Ça, je tiens à le préciser quand même. C'est pas, ce ne sont pas des machines qui apparaissent comme ça, ex nihilo, et a priori. Et je dis aussi dans mon livre que la machine à explorer le temps, on n'a même pas besoin de l'inventer parce qu'elle existe déjà dans l'espace. Alors, pour être clair, la relativité, vous avez entendu parler de la relativité générale. Ouais, ouais. Vous savez, dans la relativité générale, on dit que l'espace est courbe, il est déformé par les objets célestes. C'est-à-dire que les étoiles, les planètes, elles courbent la gravitation, c'est ça, c'est un effet de la courbure de l'espace et de l'espace-temps. Parce qu'on parle d'espace-temps maintenant. On dit que les deux sont liés. Et dans la relativité générale, le temps, enfin l'espace est d'autant plus courbé que l'objet est lourd, massif. Et quand l'espace est courbé, le temps ralentit de plus en plus, comme à des vitesses proches de la lumière. Le temps ralentit de plus en plus. Alors ça, c'est très théorique parce qu'on ne l'a jamais expérimenté. Bon, c'est ce qui est dit dans la relativité. Si la relativité ne se trompe pas. Mais dans l'espace, il existe des objets qui s'appellent les trous noirs.
les trous noirs, et c'est là l'idée de mon livre aussi, c'est que les ovnis utiliseraient les trous noirs à des fins temporelles. Alors, qu'est-ce qu'un trou noir? Ben, un trou noir, c'est un objet qui est tellement dense, tellement petit, que non seulement il déforme l'espace, mais il le perce. Il perce l'enveloppe de l'espace, et là, ça devient un peu abstrait, mais à l'intérieur de cet objet, le temps devient de l'espace et l'espace du temps. C'est-à-dire que le temps est tellement ralenti qu'il s'inverse. C'est le seul objet où le temps se met à rebours. Et ça, on le voit un peu dans Interstellar. Mais euh, les trous noirs, ce sont des étoiles mortes. Hein, ce sont des objets qui proviennent de l'effondrement, c'est-à-dire du rétrécissement, sous l'effet de la gravitation d'anciennes étoiles qui étaient hypermassives. Et lorsqu'ils ont épuisé leur carburant nucléaire, les étoiles se contractent. Elles deviennent de plus en plus petites, et tout en conservant le même poids, de plus en plus petites, de plus en plus petites, de plus en plus denses, et en devenant tout infinitésimales, elles sont tellement denses, il faut savoir qu'une cuillerée de matière de trou noir, ça dépasse plusieurs milliards de tonnes. Donc elles sont pas si mortes que ça. Ah, elles sont mortes dans la mesure où elles ne sont pas lumineuses. Mais sinon, ce sont des étoiles mortes qui sont encore bien existent, et qui existent encore. On peut dire que ce sont des cadavres d'étoiles qui sont très actifs. Ce Hum. sont des restes d'étoiles, mais non seulement, alors ça explique donc la fin de la vie des étoiles, mais en plus de ça, ces objets courbent l'espace et déforment le temps. Et par exemple, on a découvert des objets qui ressemblent beaucoup aux trous noirs, ce sont les étoiles à neutrons. Ben, sur une étoile à neutrons, si vous pouviez vous y poser, jamais on ne pourra s'y poser, mais une minute de marche sur l'étoile à neutrons, c'est 7 ans passés sur Terre. On dit compte, vous marchez pendant quelques secondes sur cet as, et déjà vous faites un bond de 7 ans. Si jamais vous quittez cet as et revenez sur Terre, il sera tous les 7 ans. Ça, alors ça, on dira que la science ici dépasse la science-fiction et l'imagination. Mais il est vrai que dans l'univers, dans ce zoo cosmique, la plupart des objets n'auraient pas pu être conçus par des auteurs de science-fiction, parce qu'ils dépassent complètement la logique, notre logique quotidienne. Et c'est ça qui est fantastique. Comme Teilhard de Chardin disait, à l'échelle de l'espace, seul le fantastique a des chances d'être vrai. Mais c'est vrai que le voyage dans le temps, c'est un des thèmes les plus récurrents de la science-fiction. C'est un des thèmes d'ailleurs qui fait le plus rêver en science-fiction. C'est le dernier temple de l'imaginaire. Et si cette hypothèse s'avère exacte pour les ovnis, c'est une hypothèse très optimiste pour l'avenir. Ça veut dire que l'humanité ne mourra jamais, ou se transformera, mais je trouve que l'hypothèse de ce livre, quand même, nous fait voir l'avenir avec des lunettes roses. Ça veut dire qu'on existera encore peut-être dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, mais autrement. Autrement. Et, et donc, un jour ou l'autre, Jules Verne disait tout ce que les hommes ont imaginé, d'autres le réaliseront un jour. Ça, c'est vraiment la dernière invention que les hommes effectueront, parce que maîtriser le temps, c'est maîtriser l'immortalité, c'est maîtriser toutes les connaissances passées, présentes et à venir. C'est vraiment la découverte ultime. C'est la découverte que tout scientifique, tout savant fou espère faire dans son laboratoire. Mais jamais un savant fou n'arrive. Ça, c'est que dans les bandes dessinées de science-fiction qu'on voit ça, des savants fous qui créent des petites machines à explorer le temps. Mais ça nécessite le travail de plusieurs centaines d'hommes, en fait. Et je suppose que le jour où on réalisera le premier voyage dans le temps avec un lapin ou je ne sais quoi, on n'en parlera pas à l'humanité parce que ça aura des conséquences énormes. Oui. Donc, je dirais, si un jour, par exemple, ne serait-ce que pour les croyants, on est capable de revenir 2000 ans en arrière et filmer la crucifixion du Christ, ça aura une importance énorme, tant, pas seulement pour l'Église, pour tous les croyants et même les non-croyants. Donc, ça a des applications non seulement scientifiques et philosophiques, mais aussi religieuses, sociales, politiques. Le voyage dans le temps, c'est vraiment fabuleux, mais en même temps révolutionnaire, quoi. Et, alors, dans ce livre, je n'ai pas de preuves concrètes du voyage dans le temps, mais j'ai des indices. Hein. Je dis tout simplement, voilà, on observe des ovnis à toutes les époques. Euh, la, ils ne cherchent pas à entrer en contact avec nous, ils ne veulent pas altérer leur histoire. Ils sont visiblement pilotés par des intelligences supérieures. Leur technologie dépasse largement nos moyens actuels et passés, évidemment.
Alors évidemment, dans les siècles passés, il y avait des confusions avec des phénomènes naturels parce qu'ils connaissaient moins la nature du ciel que nous. Mais vous ne pouvez pas confondre ça avec des objets, avec des fusées ou des avions dans les siècles passés. Donc, les témoignages de Pline l'Ancien, quand il parle de poutres qui survolent le Vésuve et une poutre qui fait des mouvements de va-et-vient, un mouvement de va-et-vient comme ça, erratique, enfin, et, et ça peut pas être un nuage particulier, je veux dire. C'est pas la foudre. Enfin, donc voilà, c'est une hypothèse que j'ai reprise, que j'avais déjà émise il y a 45 ans. Alors, 90% des observations ont été faites au cours du XXe siècle et notre Oui. époque semble la plus visitée, sûrement à cause du nucléaire. Vous écrivez: notre civilisation est vouée à la destruction atomique à plus ou moins long terme. Ça ne nous rassure pas. Ah oui, alors là, ça, c'est peut-être une phrase de trop. Hum. Destruction atomique, non, si on en croit les témoignages d'OVNI, mais je pense que non. Alors là, c'est une phrase que je pourrais corriger, parce que rien n'indique que l'humanité un jour disparaîtra suite à une confrontation nucléaire. Au contraire, je trouve que l'arme nucléaire empêche le pire. Hein, s'il n'y a pas eu de troisième guerre mondiale depuis 1945, c'est bien à cause de la peur du nucléaire. Parce qu'il y a longtemps qu'il y aurait une guerre totale entre l'Union soviétique et les États-Unis s'il n'y avait pas cette peur réciproque de la destruction nucléaire. Mais en revanche, notre Terre est sous la menace de plusieurs. Enfin, dans le cosmos, il y a beaucoup de menaces d'objets errants, comme des planètes errantes qu'on a découvertes depuis 20 ans, comme des étoiles vagabondes ou encore des astéroïdes qui peuvent à tout moment, voir des sursauts gamma, rayer la vie sur Terre. Ça, c'est possible, puisque la Terre enfin, les espèces vivantes sur Terre ont déjà fait l'objet de 5 disparitions depuis 1 milliard d'années. Il y a déjà eu 5 grandes disparitions où 95% des espèces ont disparu à chaque fois. Alors, la plupart des disparitions étaient dues à des éruptions volcaniques, des éruptions de super-volcans. Mais la dernière en date, c'est celle des dinosaures que tout le monde connaît. Celle-ci est due à l'impact d'un astéroïde dans la péninsule du Yucatan. C'était il y a 65 millions d'années. Et seulement quelques espèces ont survécu, dont un mammifère qui était pas plus grand qu'un écureuil. Et au dire des anthropologues, ce mammifère pas plus gros qu'un écureuil serait le lointain ancêtre de l'homme. Voilà, parce que nous sommes des mammifères. Ouais, alors, vous parlez de Michael Master en 2020 qui écrivait que la plus simple explication aux ovnis, c'est que c'est nous. Mais pourquoi Voilà, serait-il nécessairement piloté par nos lointains ascendants? Qu'est-ce qui nous prouve que ce sont les ascendants? Ça peut venir d'autre chose. des descendants. Oui, descendants. Je disais aussi que ça pouvait être des robots. Ça peut aussi être des robots envoyés par le futur parce que des êtres faits de chair et de sang ne pourraient pas supporter l'effet de marée aux abords des trous noirs. C'est tant est qu'ils utilisent les trous noirs pour remonter dans le cours du temps. Donc, je dis, c'est une hypothèse. Il y a un faisceau d'indices, la permanence historique, le principe de non-intervention, le principe pacifique, etc. Tout ça mis en corrélation, c'est un début de preuve de voyage dans le temps et le fait aussi que nos physiciens nous disent que le temps n'est pas irréversible aujourd'hui. Et ça, c'est là, au niveau de la mécanique quantique, par exemple de l'intrication quantique, on a vu que des particules éloignées de plusieurs centaines de mètres interagissent instantanément. Lorsqu'on change les paramètres d'une particule, l'autre est immédiatement informé et l'information va plus vite que la lumière. Bon, ça c'est étonnant, mais le temps, nos physiciens nous disent aussi que le voyage dans le temps n'est pas inconcevable. Déjà, le voyage dans le futur. Bon. Mais dire que le voyage dans le futur n'est pas inconcevable, c'est dire aussi que le voyage dans le passé n'est pas inconcevable. Par exemple, vous nous dites, euh, il ne peut pas venir de l'avenir parce que l'avenir n'existe pas encore. Mais nous, ça veut dire qu'on peut remonter au Moyen Âge à ce moment-là, parce qu'on existe déjà. Et pour les gens du Moyen Âge, on n'existe pas encore. Donc on peut aussi inverser cette proposition. Donc pour les contemporains de Colomb ou de Charles V de la, ou, euh, ou, de Jeanne d'Arc, nous n'existons pas encore. Et pourtant, on existe. Bon. Oui, justement, vous parlez de Christophe Colomb. Je veux dire, quand ils ont découvert l'Amérique,
ils ont quand même essayé de discuter avec les gens qui habitaient là-bas, ce qui n'est pas le cas du tout Ah oui, des... mais là, c'est différent. Là, mais oui, c'est pas le cas de nos descendants parce qu'ils veulent pas, encore une fois, altérer l'histoire. Parce que ils peuvent pas dire, c'est une révélation qu'on ne peut pas faire. On va pas dire, nous venons de notre propre futur. Il y a que dans les films de science-fiction, comme Les Évadés de la planète des singes, on dit Non, ça. est-ce que c'est pas plutôt parce que Christophe Colomb, finalement, était moins intelligent que ces gens-là, qui savaient qu'en interférant sur des peuples premiers, finalement, ça allait changer Oui, l'histoire? Christophe Colomb n'était pas un voyageur du futur. C'est un voyageur, c'est un explorateur de C'était un l'espace. voyageur, quand même, il changeait de continent. Ah oui, changer de continent, mais changer de continent, ça veut dire changer le cours de l'histoire future. Enfin, je veux dire, euh, là, Ouais. Pour les peuples autochtones, ça a quand même changé leur histoire, hein, ça c'est clair. Ah oui, ça change l'histoire à eux. Mais ça, c'est pas. Mais je parle de lointain futur, parce que s'ils modifient leur propre futur, ils peuvent mettre en péril leur propre existence. Vous avez entendu parler du paradoxe du grand-père. Dans Le Voyageur imprudent de Barjavel, parce que c'est un thème récurrent en science-fiction, on imagine un voyageur du futur revenant en arrière et rencontrant son grand-père avant la naissance de son père. Et bizarrement, enfin, involontairement, il tue son grand-père avant la naissance de son père. Donc, s'il tue son grand-père avant la naissance de son père n'existe plus et lui non plus. Donc, il ne peut pas exister. Donc, il n'a pas pu tuer son grand-père. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle le casse-tête, le paradoxe temporel. Ou alors, imaginez qu'on crée une autre histoire où son père et lui-même n'existeraient pas. Par exemple, vous tuez Hitler à la naissance et le, l'univers crée une autre histoire, un univers parallèle. Il y a des gens qui ont imaginé comme ça des univers parallèles où, là, cette fois-ci, c'est l'Allemagne, le Japon et l'Italie qui gagnent les forces de l'Axe, donc qui gagnent la Seconde Guerre mondiale en 45 ou même plus tard en 50. Voilà. Mais je veux dire que là, je m'inscris, si on se réfère seulement à une seule histoire, c'est-à-dire le paradoxe du grand-père, eh bien, les occupants des ovnis sont obsédés par ce paradoxe du grand-père. Ils veulent pas, euh, ils se disent, si on modifie le XXe siècle ou le XXIe siècle, on modifie notre propre existence future. Donc, restons discrets. Regardons sans intervenir. Alors pourquoi ramène-t-il des échantillons de pierre? Il y a ces histoires de... Ah ben là c'est pas pareil. Les champignons de pierre, parce que peut-être qu'il y a plus de faune et de flore, ou alors la faune et la flore ont beaucoup changé à leur époque. On peut s'imaginer qu'il n'y a plus d'herbe 1 million d'années plus tard, parce qu'il y a eu un réchauffement. Vous savez, dans 1 million d'années, là, le soleil dardera ses rayons plus fortement qu'aujourd'hui. La température sera nettement plus élevée qu'aujourd'hui. Donc peut-être, c'est peut-être ça aussi qui les intéresse, c'est peut-être nos cultures qui les intéressent, c'est peut-être pour amener des champs de patates, c'est peut-être même pour se nourrir qu'ils viennent au XXe siècle. Ouais, alors qu'est-ce que vous pensez de la théorie des anciens astronautes? C'est dans la même... Alors là, ben là, je trouve que c'est du bidon. C'est la même chose que ce que vous venez de dire. Ah non. Non, les anciens astronautes, c'est de dire que c'est de faire intervenir des extraterrestres dans la construction des pyramides, dans les pistes de Nazca. Dans Moi, je l'évolution dis de la planète. dans l'évolution, ben non, moi je dis que les pyramides ont été construites par des hommes, il n'y a pas de phénomène surnaturel, tout se peut s'expliquer naturellement. Ah non, je dis pas ça dans mon livre, je dis qu'ils n'interviennent pas dans mon livre. Au contraire, ils restent, ils ne sont pas intervenus dans notre histoire, ils ont observé sans intervenir. Ce ne sont pas des intervenants, ce sont des visiteurs, tout simplement. Mais ils n'ont pas participé à notre grande histoire. Et ils observent, en Donc, témoins non actifs. donc toutes les nouvelles technologies qu'on a ne viennent absolument pas de... Non, les technologies qu'on a ne viennent pas d'eux. Viennent de nous et il n'y aura pas d'interférence avec l'époque future. Non, pas pour l'instant en tout cas. Pas pour l'instant et je pense qu'à la base 51, par exemple, vous voyez, alors là, moi je suis pas un alien maniaque. Il y a des gens qui ne croient pas du tout aux ovnis et puis d'autres qui voient des aliens partout. Alors je suis dans aucun des deux excès. Hein. Les ovnis existent, les aliens aussi si vous voulez, pour moi ce sont des chrononautes, mais je ne crois pas à cette théorie, par exemple, des reptiliens, comme Jean-Claude Bourret, par exemple, qui voit des reptiliens dans les gouvernements, par exemple, des Américains ou des Russes. Ah non, non, je ne crois pas du tout qu'ils soient parmi nous. Ils ne sont pas parmi nous, mais il s'agit là de l'humanité. C'est l'humanité qui se visite elle-même
et mais qui n'intervient pas, c'est tout. Euh, vous vous interrogez sur leur motivation profonde, puisque les lieux et les dates choisies ne correspondent pas aux événements fondamentaux de l'histoire Enfin, du non, ils monde. ne savent pas, c'est ce que je disais, oui. Ils ont quand même, ils ont Visiblement, ils ne connaissent pas notre histoire. Visiblement, ils connaissent pas notre ils ont pas une notion du calendrier, quoi, je veux dire. Ah non, non, non. Ben, c'est comme si vous emmeniez des incultes, je sais pas, j'ai désigné personne, mais dans le Pléistocène, ou alors à l'ère au néolithique, et qui n'avaient aucune connaissance de cette époque. Alors, par peur, par peur de commettre des bêtises, on reste dans les aéronefs. On descend 5 minutes. Vous avez vu, les rencontres du troisième type, c'est toujours d'ailleurs dans la campagne. J'avais envie. Ils font une petite balade comme ça de quelques minutes autour de leurs engins. Ils vont peut-être parfois enlever un humain pour savoir à quoi ressemblaient peut-être les humains, l'autopsier, pas l'autopsier, mais l'analyser. Et ensuite, les kidnappés, les adoptés sont rendus. Enfin, ils ne partent pas avec, hein, tant que je le sache. Mais notre espèce les intéresse. Et Tout ils au font moins, une différence entre le bétail et l'humain quand même, parce que le bétail, ils n'ont pas autant de ouais. gentillesse avec le bétail. Le bétail, bizarrement, il y a aussi vous savez, des mutilations animales, là. Des, il y a eu des découpages au laser, il n'y a pas eu de traces de liquide ni de sang, mais on a découvert à plusieurs reprises, par exemple, là je lisais, oui, des moutons, des chevaux, des chiens, des élans, des loups et des ours, des kangourous sont retrouvés mutilés avec une précision chirurgicale sans que nous comprenions l'intérêt de cette barbarie. On les retrouve sur place sans aucune trace de sang, ni même de lutte ou de prédation. Les os immaculés ne sont ni rongés, ni même brisés. Plus surprenant encore, seule une partie du corps a été découpée au laser, à l'instar d'une oreille, des organes génitaux, de la langue. Et ça, c'est très curieux comme pratique. Mais notre bétail, alors je ne sais pas s'il s'agit d'eux, là, c'est comme les crop circles. Là, les crop circles, je ne sais pas ce que c'est. Je m'interroge sur les crop circles, l'intérêt des crop circles. Alors, donc, l'hypothèse de mon livre, c'est de dire que ce n'est pas d'origine extraterrestre, mais ça n'exclut pas forcément les extraterrestres, hein. On peut aussi imaginer une coexistence des deux. Voyage dans le futur, extraterrestre. Ouais. À la fin de votre livre, vous parlez des trous noirs et du soleil. Est-ce qu'il pourrait devenir un trou noir? Les ovnis auraient-ils domestiqué l'énergie des trous noirs justement pour en faire Mais des... justement, j'en parlais tout à l'heure de ça. Ouais, Alors, le Soleil ne peut pas devenir un trou noir. Vous savez pourquoi? des trop petits. Il pèse pas assez lourd. Il faudrait qu'il soit 3 fois plus massif pour devenir un trou noir. Et de toute façon, il faut mieux pas qu'il devienne un trou noir, mais il deviendra une naine blanche, voilà. Mais pas avant 3 milliards d'années. On a le temps. Entre-temps, il nous aura grillé parce qu'entre-temps, il va se transformer en géant de rouge, c'est-à-dire que son volume va être multiplié par 100. Et à ce moment-là, le Soleil sera pas loin de nous, seulement à quelques millions de kilomètres. Il occupera le quart de notre ciel et la température sur Terre s'élèvera à 2000 degrés. Alors autant dire que tout le monde sera mort bien avant d'être absorbé par le Soleil, et bien avant la fin de la Terre. Euh, mais bon, ça, c'est le lointain futur. Nous sommes condamnés de toute façon. Et voilà pourquoi il faut aller sur d'autres planètes aussi. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de ma biographie. Le livre, en fait, qui m'a fait le plus connaître, C'est c'est quoi? Elon Musk. Parce que j'ai fait une biographie sur Elon Musk il y a 4 ans, qui a très bien marché, et donc et aussi une biographie sur Thomas Pesquet. Voilà. Parce que, donc, je fais pas seulement des livres sur les personnages disparus comme Lénine, Hannibal et les Romanov, mais je suis intéressé aussi aux champions du New Space, à ces hommes comme Jeff Bezos et Elon Musk qui veulent que l'humanité conquiert d'autres mondes. Mais Puisque les mecs, votre premier livre en 80, il a eu du succès, le premier, tout ouais, premier. ouais, mais c'est ce qui m'a fait connaître, le futur nous observe. Mais à l'époque, les gens étaient moins mûrs pour le voyage dans le temps. Alors, vous savez, il y a quelqu'un qui me soutient, quelqu'un de très connu, enfin, qui a la même idée que moi, Steven Spielberg. L'année prochaine, il veut ressortir un livre, non, un film sur les ovnis comme E.T. Et sa grande hypothèse, c'est laquelle? C'est celle du voyage dans le temps, justement. Alors, peut-être que je vais être rattrapé par les événements l'année prochaine, mais cette théorie, peut-être grâce à Spielberg, va devenir assez populaire, de plus en plus populaire, peut-être même trop populaire, parce que il faut pas que ça se sache trop non plus.
Oui. Oui, alors pourquoi le voyage dans le temps n'existe pas? Sinon, nous serions envahis de touristes, c'est sûr. Moi, si je pouvais voyager Ah, dans le temps, j'irais. mais non, parce que ça ne sera connu quand ce sera, quand une société, enfin un groupe d'hommes aura conçu la première machine à explorer le temps. Je pense que la découverte sera secrète. Il y aura trop d'implications. Donc, les touristes ne seront jamais trop nombreux. Ça, c'est ce que disait Stephen Hawking. Il disait, oui, euh, si un jour on est capable d'explorer le cours du temps, on le saura déjà. C'est vrai, les ovnis sont la manifestation de ce futur. Mais le voyage dans le temps, la chrononautique ne sera connue que d'un petit nombre d'initiés. Des gens qui connaissent l'histoire, enfin, l'histoire, des gens qui connaissent la science, en tout cas la technologie, mais jamais la personne lambda, la personne lambda, les gens du quotidien ne connaîtront la vérité sur les ovnis. Continue ou disent mieux encore, le passé devrait regorger d'éléments insolites témoignant de leur passage, à l'exemple d'un portable enfoui dans une tombe égyptienne de l'époque Oui, d'Or. oui, oui, oui. Mais là, ils doivent faire très attention justement à ne pas laisser d'artefacts, à ne pas laisser d'objets du futur, Pas laisser de traces. à ne pas laisser de traces. Par exemple, évidemment, pour l'instant, on n'a pas découvert de portable qui remonte au temps de Ramsès II. Et on n'a pas découvert d'ordinateur au temps de la guerre de Cent Ans. Évidemment, si on trouvait des tels objets, une montre, etc., là, ce serait la preuve ultime. Par exemple, si on trouve une montre qui n'existe pas encore en 2025-26, mais qui est datée de 2030 et qu'on la retrouve en 1492, là, on dit, ben là c'est sûr, il y a une manipulation temporelle. Non, mais le problème, c'est qu'on ne peut pas retourner en 1492, je veux dire. Et si, pour l'instant, on ne peut pas. Mais justement, mon hypothèse, c'est de dire qu'on le fera. Et si on le fera, si on le fait dans le futur, c'est déjà fait. Est-ce que vous êtes vraiment platiste ou vous rigoliez tout à l'heure? Moi, je suis pas platiste. Ah non, ah non, D'accord, non. je suis Non, d'accord. non, 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 non. Alors là, pour rien au monde, je combats les platistes. Hein. Là, les platistes, je trouve même ça, j'aimerais me faire une émission sur les platistes, c'est inacceptable même. C'est une hérésie et c'est même un scandale vis-à-vis des 3000, des milliers d'astronomes qui ont fait avancer l'histoire de l'humanité. Quoi. Non, mais même quand on prend l'avion, on voit bien que la Terre, elle n'est pas Mais plate. oui, on voit pas derrière les cours, mais bien entendu, non, non, je disais ça, je parlais des platistes tout à l'heure parce que pour le sens commun, c'est difficile d'imaginer que des Australiens marchent la tête en bas. Et pourtant, ils marchent la tête en bas. Hein. Mais non, il Donc, marche la tête comme nous. Nous non, aussi. mais d'accord. Non, mais la Terre est ronde, donc ils marchent la tête en bas, mais ils n'ont pas l'impression d'avoir la tête en bas. Enfin, de toute façon. Mais c'est eh ben, c'est pareil pour le futur, c'est pareil pour le voyage dans le temps. Il faut surmonter l'évidence des sens. Les sens nous disent que le futur n'existe pas encore. Eh bien, si. Et la science, et même le fait de nous parler comme ça à distance, ce serait inconcevable pour quelqu'un qui a vécu il y a 2 siècles. On se dit, mais comment est-ce possible? Comment puis-je vous voir alors que vous n'êtes pas auprès de moi? Oui. Bon, on va parler peut-être que Spielberg, il va faire son film avec les trous de verre à Ouais, la place des trous noirs. c'est ça. Les trous de verre, ben, les trous de verre, ce sont les fameux tunnels spatio-temporels qui relieraient deux trous noirs entre eux. C'est-à-dire que si vous pouviez pénétrer à l'intérieur d'un trou noir et ressortir, enfin, c'est une espèce de couloir d'espace, l'hyperespace, c'est ce qu'on appelle l'hyperespace. Euh, donc, vous n'êtes pas obligé de franchir les milliards d'années-lumière qui nous séparent des bords de l'univers. Vous prenez un trou de verre et hop, vous vous retrouvez à l'autre bout de l'univers en quelques minutes. Et bon, ça, ce sont des objets théoriques. Hein. Les trous de verre, on en parle dans Interstellar. Vous avez vu le film Interstellar? Oui, parce qu'en plus, il dure pas longtemps. C'est-à-dire que il faut pas rester longtemps là-dedans. Ah ouais, en plus un trou de verre, À cause il faudrait qu'il reste ouvert. Mais pour l'instant, c'est difficile à concevoir. Et même les trous noirs, je parle des trous noirs, d'accord, ils inversent les propriétés de l'espace et du temps, mais il suffit que vous soyez absorbé par un trou noir, vous êtes complètement écrasé, écrabouillé. Je crois que vous pourriez mourir avant de vous retrouver de l'autre côté. Donc, il faudra faire très attention le jour où on exploitera l'énergie des trous noirs parce que on peut être écrabouillé avant même d'effectuer le bond en arrière ou le bond en avant. Justement, on pourrait mourir, mais mourir, ça veut dire quoi? C'est passer dans la lumière, donc on ira peut-être éclairer les trous noirs. Ouais, mais ça, c'est encore une autre chose, la mort. Je rigole. Alors, je parle pas de voyage astral, je parle pas de tout ça, mais le voyage dans le temps, c'est pas une réponse à l'énigme de la mort. Hein.
les humains continueront à mourir, on peut même mourir dans le passé. Hein. On peut naître au XXIe siècle et mourir au XIVe siècle, pourquoi pas. Mais ça ne nous dit rien sur l'au-delà. En revanche, ça peut avoir quand même des implications religieuses, comme je le disais, parce que si on remonte dans le cours du temps, on peut vérifier si l'Arche de Noé a existé, on peut vérifier si la tour de Babel a existé, si Noé. Hein, imaginez une interview d'Abraham quand même, qui est si tant est qu'il a existé, ça ce serait un scoop plus que mondial, historique, et même une interview du Christ. Là, vous venez de le dire, si tant est, il est existé. Donc, si on ne le retrouve pas, ça peut aussi changer la face du Ah monde. ben oui aussi. Si on retrouve au Golgotha et que vous s'apercevez que le Christ en fait n'est qu'un rebelle, un rebelle politique et absolument pas le Messie, ça change, c'est un bouleversement complet. Hein. Bon. Alors, en post-face, l'impossible vérité, la chrononautique doit rester une découverte à jamais secrète. Mais Pourquoi? oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une découverte qui a une telle importance philosophique, scientifique, religieuse aussi, qu'il vaut mieux que. Et moi d'ailleurs, je serai le premier. Si demain un chrononaute, un voyageur du futur me contactait en disant vous avez raison, je dirai à personne. D'accord. Faut que cette théorie reste le privilège de quelques-uns, parce que la démocratiser, la vulgariser, la diffuser, ce serait pour aller au-devant de graves dangers pour l'histoire de l'humanité. Hein, si tout le monde s'amuse à voyager dans le temps et à changer son propre passé, alors là, ce serait la cacophonie, ce serait le bazar universel. Moi, je ne crois pas que ça peut rester secret dans la mesure où c'est découvert. Donc, Ah non, non, si, si, c'est possible. Mais en revanche, les découvertes de la mécanique quantique ne restent pas secrètes pour l'instant. oui, mais personne n'y comprend rien. Donc, Ouais, ouais, voilà, c'est pour ça que je ça ne n'ai change pas pas la trop parlé face de du mécanique. monde. C'est pour ça que j'ai pas trop parlé de mécanique quantique parce que c'est un peu complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que le voyage dans le temps est possible. Et s'il est possible, quelle en serait la manifestation la plus criante? C'est le. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas voyager uniquement par la pensée, finalement? Aussi, oui. Ouais, mais ça n'explique pas les ovnis aussi. Voyage par la pensée. Oui, Moi, mais je me dis, les ovnis, s'ils ne sont pas d'origine humaine et s'ils ne sont pas d'origine extraterrestre, enfin humaine contemporaine, d'où viennent-ils? Si ce sont des objets usinés qui dépassent la technologie actuelle, comment les expliquer? Et le voyage en temps en est c'est une hypothèse de travail qui a de fortes chances d'être vraie. Enfin, je dirais 70% de chances. bon, bah, il reste 30% d'interrogation. Marie, Emma, Eric Grec, les ovnis viennent-ils du futur? BTLV édition, merci beaucoup. Vous m'avez pas convaincu, mais en même temps, je reste. Vous croyez aux ovnis ou pas? J'en ai jamais vu. Moi, j'ai vu d'autres choses. Et moi non plus. Et moi non plus, j'en ai Voilà. jamais vu. Donc, pourquoi il y a des gens qui en voient et qui n'en voient pas? Pourquoi il y a des gens qui voient les morts Ah et ben qui oui, ne oui. voient pas? Voilà, je veux dire, c'est ça toute l'humanité. J'en sais rien. Donc, dans la mesure où j'en ai Non, pas on vu. ne sait pas pourquoi des gens en voient et d'autres pas. Ouais. C'est le hasard. Non, mais c'est pas que dans ce domaine-là. Hein. C'est pas que dans les Ah ovnis. ouais, non, non, non. Ouais. Non. Des gens qui revivent leur vie antérieure. Il y a des gens qui sont soi-disant capables de lire l'avenir. Donc, Oui, mais voilà, justement, ça rejoint le thème du temps. Les voyants existent-ils? Enfin, justement, si les voyants voient vraiment l'avenir, c'est que l'avenir existe déjà. oui, puis c'est une bonne question, là, ce que vous venez de dire, parce que les voyants, s'ils veulent regarder ce qui s'est passé dans le passé, ça leur sert à quoi? Ah bien, non, dans le passé, non, mais s'ils observent le passé, ça veut dire qu'ils se Et trouvent si on ne chez peut eux. pas le modifier? Ah, on ne peut pas le modifier, ça c'est sûr. On ne peut rien modifier. Ouais. Il n'y a qu'une histoire. Enfin, bon, encore une fois, c'est une hypothèse. Il faut d'abord, c'est expliquer, enfin, parler de ça, c'est comme si je voulais expliquer l'inexplicable par l'impensable. Enfin, c'est ça. Parce que les ovnis, c'est déjà se dire que les ovnis existent, c'est déjà une réflexion. Et en plus de ça, le voyage dans le temps, c'est une autre impossibilité. C'est deux impossibilités, peut-être pour quelques-uns, mis en corrélation. C'est difficile à admettre. Voilà. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui croit au paranormal en général. Je ne crois pas à l'astrologie, par exemple, je le dis tout de suite, hein, aux tables tournantes, et même je ne suis pas croyant, moi, dans la vie. Ouais. Parce que moi, l'astrologie, j'ai été suffisamment allée voir dedans pour me rendre compte qu'il y a des bases qui sont solides. Vous Mais voyez, on n'est pas d'accord qui là-dessus. viennent du futur, c'est une bonne question, parce que pourquoi pas, je veux dire.
Pourquoi C'est pas? ça, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une hypothèse. J'ai pas dit que c'était une certitude, mais si les ovnis existent, comment les expliquer? Voilà. Et pour moi, ils existent parce que c'est un phénomène qu'on trouve partout dans le monde et les témoins le décrivent toujours de la même façon. Quelle que soit la qualité du témoin, l'origine ethnique ou professionnelle du témoin, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Ouais, La même fascination, la même peur. Voilà. la même peur? Oui, parce qu'ils ont tous peur, que ce soit les pilotes de ligne ou les bergers de Kamchatka. C'est quelque chose qui fait peur quand on voit le voile. Oui, on a peur de ce qu'on ne connaît pas, peur de l'inconnu. Oui, les pilotes ont eu peur, ils ont tous peur. Ils se demandent ce que c'est. La peur de l'inconnu, la peur de. il- je veux dire que si l'OVNI attaque l'engin, s'il provient d'un autre monde, leur technologie est forcément beaucoup plus avancée, donc ils peuvent faire disparaître peut-être l'avion de chasse en un éclair. C'est la peur de la mort. La peur de la mort, oui. La peur de l'inconnu, la peur de Euh, disparaître. Je dis, si voyage en temps ça veut dire que l'humanité ne mourra jamais. Alors les hommes peuvent mourir, mais l'humanité, elle, survivra. Il y en aura qui seront assez malins pour faire un tour dans le passé pour voir comment ça s'est passé. Voilà. Je Bon, dirais. un peu comme un film, hein. Oui, mais c'est de la science-fiction hein, dont je parle. Finalement, c'est le grand thème de la science-fiction. Je ne sais pas si vous vous intéressez à la science-fiction. Vous avez vu des films de science-fiction comme La planète des singes? Oui, bah ça, oui. Le premier surtout faisait très peur. Le premier, là, ils font un bond de 2000 ans dans le futur. Ils ne savent pas qu'ils sont sur Terre. Et ils se rendent compte à la fin du film que ce monde absurde où les singes dominent des hommes, eh ben, c'est la Terre dans 2000 ans. Ouais, ouais. Bon, on va pas penser à ça. Je vous remercie, Luc Marie.